Les dérapages dans Mario Kart sont une mécanique emblématique de la franchise. Il a toujours été très facile d'accès pour les débutants et profondément technique pour les joueurs expérimentés. Quel que soit le jeu, il y a toujours quelque chose à apprendre ou à maîtriser. Dans cette vidéo, on va regarder comment cette mécanique a évolué au fil des opus. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qui rend le drift dans Mario Kart aussi fun ? On commence avec le tout premier Mario Kart sur SNES. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de mini turbo. Il y a deux façons de prendre un virage, tourner normalement avec la croix directionnelle ou sauter pour engager un drift, qu'on va nommer un hop drift. Contrairement au jeu suivant, tourner normalement a vraiment un intérêt à haut niveau. Dans certains speedruns, les pros n'utilisent même pas le hop drift pour chaque virage. Le hop drift est réservé aux virages très serrés, mais si tu l'utilises mal, ton personnage peut glisser. Ton perso est aussi plus glissant que dans les jeux récents, donc tu dois être précis. Un truc cool que tu découvres en jouant, c'est les alignements hop. Pour une raison étrange, sauter te donne plus de contrôle sur ton personnage, ça aide à corriger ta ligne, à éviter les erreurs et à réussir des trajectoires très difficiles quand tu maîtrises bien. Le jeu suivant, Mario Kart 64, reprend ses bases dans un environnement en 3D. C'était assez incroyable pour l'époque. C'est ici que le Drift Boost, devenu Mini Turbo, a été introduit pour la première fois. C'est donc à partir de là que prendre un virage sans boost est un véritable malus. Tu ne dois pas tenir ton stick tout droit ou tout à gauche quand tu driftes, tu dois trouver le bon angle pour rester collé au virage sans heurter les murs, tout en chargeant ton Mini Turbo au max. Avec ces deux opus que le snacking est né. En gros, les joueurs ont commencé à enchaîner les drifts en permanence, même sur les lignes droites, pour garder un boost constant. Le moteur physique de ces jeux permettait de charger les mini-turbos très rapidement tout en gardant une bonne trajectoire. Et en plus, les boosts étaient beaucoup plus puissants, on commençait déjà à se rapprocher de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais le plus probable, c'est que ce soit pas vraiment volontaire de la part de Nintendo, parce que 3 ans plus tard, avec l'arrivée de Mario Kart Wii, tout change. Le snacking disparaît et Nintendo pose de nouvelles bases. Autre nouveauté, la charge wiggle. Dans ce jeu, pour obtenir un boost, tu dois faire des mouvements gauche-droite rapides avec le stick pour charger ton mini turbo. Si tu ne le fais pas, aucun boost ne se charge, mais si tu trouves la bonne trajectoire, le boost se charge automatiquement. C'est une super idée de design, le jeu t'apprend la bonne façon de jouer. En combinant ça avec le hop du jeu précédent, tu peux enchaîner les boosts sur des longues distances, c'est une compétence importante à apprendre. Avec cet épisode, Nintendo met un gros stop au snacking. Le wiggle charging disparaît, donc plus aucun moyen de spammer drift comme avant. Résultat, le gameplay change complètement. Ils introduisent aussi une nouvelle mécanique, le wheelie, une sorte de cabrage réservé aux motos. Le souci, c'est que c'est ultra fort, au point où les cartes deviennent quasiment inutiles. Du coup, tout le monde joue avec les motos. C'est aussi ici qu'on voit pour la première fois le mini turbo bleu. Avant, il fallait charger à fond pour avoir un boost. Là, Nintendo rend la chose plus accessible avec des niveaux intermédiaires de turbo. Après le jeu Wii déséquilibré, Mario Kart 7 revient à quelque chose de plus classique. Le snacking reste absent, les motos aussi d'ailleurs, et on retrouve un gameplay plus propre, recentré sur le drift. C'est aussi là qu'apparaît pour la première fois une technique un peu moins connue, mais super utile, le delayed drift. En gros, au lieu d'appuyer sur le bouton de saut et de tourner en même temps, tu sautes d'abord, tu laisses passer une fraction de seconde et ensuite tu tournes. Ça te permet de charger ton mini turbo plus vite, voire même de le lancer sur des lignes droites avec ce qu'on appelle un straight stretch mini turbo. Mario Kart 7, c'est un épisode de transition, il pose les bases de ce que va devenir Mario Kart 8. Il reste encore un peu rigide dans ses mécaniques. Tu sens que Nintendo cherche encore la formule parfaite et il arrive juste après. Et là, on arrive sur ce qui est probablement le sommet de tout ce qu'a construit la série autour du drift. Mario Kart 8, surtout dans sa version Deluxe, c'est un peu le condensé de tout ce que Nintendo a appris jusque-là. Déjà, les sensations sont ultra fluides, le drift est hyper réactif, les virages sont précis. Et tu sens tout de suite si t'es sur une bonne ligne ou non. Mais ce qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est l'ajout du soft drifting. Le principe est simple, plus tu driftes de manière serrée, plus ton boost charge vite. Mais dans certains cas, tu vas rester droit, genre sur une grande courbe ou une ligne presque droite. Sauf que si tu driftes trop peu, ton boost charge trop lentement. Dans Mario Kart 8, la vitesse de chargement du boost dépend de l'angle du drift. Plus le virage est serré et plus le boost se charge vite, alors que plus le virage est large et plus c'est lent. Le soft drifting est un angle intermédiaire parfait. Tu peux charger ton boost au max sans tourner trop. C'est dur à apprendre, mais une fois que tu maîtrises ça, tu débloques une toute nouvelle dimension de jeu. Et comme tout le reste revient, donc l'up drift, le delay drift, la gestion de l'angle, ça fait de Mario Kart 8 Deluxe un jeu ultra complet. Accessible si tu veux juste jouer en détente, mais vraiment profond pour les joueurs expérimentés. Le drift reste 100% entre tes mains. C'est intuitif pour les nouveaux joueurs, mais difficile à maîtriser pour ceux qui veulent aller loin. C'est ce mélange qui rend Mario Kart aussi unique et fun, et aussi intemporel.